catégorie de produits existante, ça veut dire que les gens connaissent ce produit. D'où le fait qu'une catégorie de produits existe. Créer une nouvelle catégorie de produits, ça peut être très rémunérateur, mais c'est beaucoup, beaucoup plus dur. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de From Scratch. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Simo Lemondes, le CEO de Folk. Salut Simo. Hello, ravi de te rencontrer, merci de me recevoir. Merci à toi de venir prendre le temps de répondre à mes questions. Je te propose dans un premier temps de te présenter à nos auditeurs pour nous dire un peu qui tu es et d'où tu viens. Avec grand plaisir. Je m'appelle Simo, j'ai 29 ans, je suis marocain. Je suis un des cofondateurs de Folk. En termes de parcours, j'étais en école de commerce à HEC. Je suis passé par les cases traditionnelles du conseil en stratégie et de la banque d'affaires. Okay. J'ai fait McKinsey et Morgan Stanley pendant mon parcours à HEC. Et j'ai ensuite rencontré Thibaut Elzière, qui est, pour ceux qui le connaissent, le fondateur de eFounders, Exa aujourd'hui, qui avait l'idée de réinventer le CRM, réinventer le rôle du SaaS, que j'ai rencontré, qui m'a proposé de rejoindre l'aventure, avec qui on a ensuite monté Folk, avec Jean-Yves Poileux, qui est notre troisième associé, CTO. Folk réinvente le CRM pour les PME, avec une solution simple, customisable et collaborative. Ok, génial. Écoute, dans un premier temps, je voudrais comprendre qu'est-ce qui t'a donné envie d'entreprendre. Alors, je comprends bien que ça vient de cette rencontre avec Thibaut, mais pour autant, tu m'as dit que tu as fait des stages dans des gros cabs prestigieux. Tu aurais pu potentiellement, venant d'HEC, faire une carrière assez corpo tradi, comme on peut dire. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller plus vers cette insécurité, mais ce challenge beaucoup plus prenant? Honnêtement, la première raison, c'est vraiment une inspiration, je dirais, adolescente, voire enfantine. Mes deux parents sont entrepreneurs, chacun dans des secteurs différents. Et donc, depuis que je suis jeune, je les vois parler de leur business avec une vraie passion, avec l'envie de gagner, la même typologie d'envie de gagner qu'on a dans le sport, où on se donne pour, de manière très sincère, très honnête, pour simplement performer. Et le fait de voir ça durant toute mon enfance chez eux, ça m'a donné envie de reproduire la même chose, de retrouver la même sensation qu'on a par exemple quand on est dans un match de tennis, sur un terrain de foot, qui est juste l'envie de gagner parce que on est là pour la performance. Et je pense que dans l'entrepreneuriat, on retrouve cette sensation et c'est ce qui m'a donné envie d'entreprendre. Ok. Ils entreprennent dans quoi, tes parents? Mon père dans l'immobilier, ma mère a créé une marque de prêt-à-porter, de vêtements. Donc deux secteurs complètement différents et rien à voir avec la tech, mais c'est plus la dynamique et je dirais la mouvance entrepreneuriale qu'il y a derrière qui m'a beaucoup inspiré. Ouais, bien sûr. Alors, comment ça se passe à la sortie de tes études? Est-ce que tu rencontres tout de suite, ou peut-être même pendant Thibaut, ou tu commences par faire une partie un peu corpo? Tu me disais qu'en école, tu as fait des cabs, mais j'imagine que c'était en stage. Comment ça se passe à la sortie? Absolument. Et ce qui est assez marrant, c'est que pendant mon parcours à HEC, j'ai monté un projet qui s'appelait Seed Project, qui était un projet étudiant pour lequel on a levé des fonds pour faire un tour du monde et où l'objectif était d'identifier les techs qui allaient permettre d'augmenter les rendements agricoles en Afrique. Sujet assez intéressant, mais dans le cadre duquel on a rencontré peut-être 200 entrepreneurs dans le monde, au Nigeria, en Angola, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Kenya, en Inde, en Indonésie, en Australie, bref, un peu partout. Et c'était ultra inspirant et ça m'a conforté finalement dans cette envie d'être dans leurs chaussures, d'être à leur place. Et c'est quelque chose qui est resté au fond de ma tête. En effet, je devais retourner chez McKinsey après HEC. Et c'est à ce moment-là que, un peu par hasard, j'ai rencontré Thibaut. Je lui ai écrit par DM sur Twitter. Il m'a répondu, on a pris un café. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a parlé de l'idée qui germait dans sa tête depuis longtemps, Folk, ou une autre manière de le dire est la volonté d'aller détrôner le roi du SaaS, Salesforce, qui trône sur le plus grand marché du software B2B, avec une croissance qui est encore insolente, et pour autant qui est un des marchés où la satisfaction client, le NPS, est le plus faible. Et donc la coexistence d'un marché très large avec une satisfaction très faible, crée une énorme opportunité. Et c'est ce qui m'a excité, c'est ce qui m'a donné envie de rejoindre Thibaut et de commencer à construire la vision qu'on avait pour un produit sur ce marché. Ouais, donc du coup, tu deviens résident de eFounders à l'époque, donc, Exactement. qui a rebrand en Exa depuis. Donc il y a un startup studio qui, si tu me corriges si je me trompe, mais dont la volonté effectivement de sortir différents produits qui arrivent à se compléter, qui arrivent à des clients communs pour vraiment construire un peu un écosystème de services très tech, souvent des SaaS, c'est ça globalement? Globalement, c'est ça, avec quelques spécificités.
C'est pas tant la volonté de créer des produits qui se complémentent les uns les autres, mais plutôt la connaissance d'une certaine cible, qui sont les PME, qui font que Exa, eFounders ont beaucoup d'idées qui adressent les PME et en particulier initialement dans le future of work, dans la manière, dans les outils qui vont les équiper pour mieux travailler, pour augmenter leur productivité. D'où les fronts, les aircalls, les spendesk et aujourd'hui Folk. Et ce qui est assez intéressant dans un startup studio comme Exa, à l'inverse de fonds ou d'incubateurs, c'est que une équipe travaille avec nous au quotidien, avec des designers, des product people, des personnes en admin, en finance, en légal, et pendant 6 à 12 mois, les 6 à 12 premiers mois, qui sont les plus structurants dans la genèse de l'entreprise, et ça nous aide à aller beaucoup plus vite en suivant un playbook, en plus des fonds qu'ils apportent. Alors comment ça se passe au début? Parce qu'effectivement, vous avez bien identifié ce marché, cette insatisfaction. J'imagine que ça ne doit pas être non plus super simple. Il faut déployer la techno, c'est assez innovant. Il y a beaucoup de market, j'imagine, à faire. Comment ça se passe les premiers mois pour trouver un peu cette traction Écoute, on commence vraiment par construire une landing page, par essayer d'exprimer notre proposition de valeur le plus simplement possible en ayant une page vitrine pour voir à quel point le marché résonnerait avec cette proposition de valeur. Sans connaître le marché, du moins pour ma part, donc avec une forme de naïveté qui fait que t'es pas englué dans les codes du CRM qui existent depuis 30 ans. Ensuite, je me suis bien penché sur le sujet, mais à la base, j'arrivais avec une forme de naïveté sur la manière avec laquelle aborder le problème de la gestion de contact, de la gestion de lead, de la gestion de clients pour une équipe. Et on s'est rendu compte tout de suite que cette landing a énormément résonné avec le marché. On a eu 10 000 inscrits sur la waitlist, grâce notamment à la marque eFounders à l'époque, mais 10 000 inscrits sur une waitlist, ça nous a fait comprendre que c'était un gros marché sur lequel les clients étaient à la recherche d'une alternative. D'une alternative et ils utilisaient les solutions existantes par manque d'alternatives. C'est à ce moment-là qu'on a utilisé cette waitlist pour profiter, pour parler avec le maximum de personnes qui s'étaient inscrites dessus. Chacun recevait un email qui était automatisé au bout d'un moment, mais qui avait l'air manuscrit. On leur proposait un call d'une quinzaine, vingtaine, trentaine de minutes pour comprendre leurs besoins. Vraiment pour comprendre leurs besoins. Et l'objectif, c'était finalement de parler à tellement d'utilisateurs, tellement de clients potentiels, d'avoir au bout d'un moment une compréhension presque instinctive de leurs problèmes. C'est comme quand on joue au tennis et qu'on fait beaucoup de coups droits. Au bout d'un moment, le coup droit, on le fait naturellement. C'est pareil. L'idée était de parler à tellement d'utilisateurs qu'au bout d'un moment, leurs problèmes, on le comprend instinctivement. Ouais. Donc ça a été ça le début. Ok. Donc effectivement, bonne stratégie pour faire un go-to-market et répondre tout de suite à un besoin. C'était quoi la proposition de valeur pour qu'il y ait autant d'inscrits? Parce que 10 000, c'est quand même beaucoup pour un SaaS, surtout sans produit derrière, sans démo à faire. C'était quoi qui les a catchés comme ça? Globalement, l'idée, c'est que des boîtes comme Notion ou comme Figma, comme Airtable, ont créé un nouveau paradigme dans le web. C'est pas simplement des produits qui connaissent une réussite à titre individuel. Je pense qu'ils créent des nouvelles attentes, à savoir des produits qui soient simples d'utilisation, que tu puisses set up à travers des templates, qui soient collaboratifs par design, qui soient intégrés à ton écosystème d'outils et en particulier d'outils de communication. Et les CRM traditionnels qui ont été créés il y a 15-20 ans ne répondent pas à ces codes. Donc ce qu'on a fait, c'est simplement comprendre en profondeur les nouveaux codes du web, la nouvelle manière avec laquelle les gens travaillent, les nouvelles attentes des utilisateurs et l'appliquer au plus grand marché du software, à savoir le CRM. Donc c'est simplement un CRM collaboratif, simple d'usage, intégré à toutes nos sources de communication. Et ça, c'était la première intuition. C'était la première brique. Notre vision depuis a évolué. Et ne serait-ce que cette, proposition de valeur a eu beaucoup de résonance avec le marché. Alors pour autant, on sait que switcher de stack comme ça, switcher d'outils, ça peut prendre du temps et surtout sur des grosses structures. C'est pour ça qu'il y a des gens qui restent probablement chez Salesforce. Quand c'est déployé, c'est pas évident, il faut former les gens, etc. Même si c'est relativement intuitif, je l'utilise donc je le sais et c'est très simple. Surtout ça, en fait c'est ça, c'est quand on utilise déjà la suite d'outils Notion, Airtable, etc. Ça reste dans une logique assez simpliste comme ça et pour autant très puissant. C'est quoi un peu les premières difficultés? Comment vous arrivez, une fois que vous avez déployé votre solution, même si effectivement elle répond aux besoins, c'est quoi les premiers enjeux de lancement post-prod? Le premier enjeu, c'est que le CRM, donc en effet, c'est un gros marché avec une satisfaction client faible, mais le challenge est que c'est un marché très mature.
Donc les attentes clients sont très élevées. Ce qu'on dit souvent en interne, en particulier avec Thibaut, c'est qu'on parle du syndrome du client mail. Donc le syndrome du client mail, c'est que on est tout chaud pour essayer un nouveau outil de mailing qui soit un peu mieux que Gmail, parce que c'est un outil qu'on connaît, mais on voit pas la difficulté qu'il y a derrière le fait de créer un client mail. Ça a l'air assez simple. Gmail, c'est une véritable prouesse. Chacune des micro-features qu'on a dans un client mail, par exemple, attacher une pièce jointe ou rajouter une signature, on prend ça pour acquis, mais c'est des features que l'équipe produit doit construire et la liste est très longue. Et on est intransigeant quand il s'agit d'un client mail. Si on me dit, écoute, tu vas utiliser un client mail où il n'y a pas la possibilité de rajouter des pièces jointes, je ne vais pas l'utiliser, honnêtement. Et donc, le CRM, à moindre mesure, étant une catégorie très mature, il y a un grand nombre de fonctionnalités de base qui font partie d'une checklist qu'il faut être capable de cocher. Et pour ça, ça requiert un investissement, en particulier en termes d'ingénierie, qui est très élevé. Donc, c'est ça le plus gros challenge, c'est de réussir à se battre dans une catégorie qui est très mature. Ok. Et comment vous faites pour l'adresser? J'imagine que vous recrutez pas mal. Est-ce que vous faites tout de suite une levée de fonds? Est-ce que c'est avec les fonds propres de eFounders? Comment ça se structure? On a utilisé les fonds propres d'eFounders pendant quelques mois, mais on a rapidement fait une levée de fonds, notamment avec Axel Ventures, qui ont été rejoints ensuite par d'autres fonds et d'autres angels, qui nous a permis de construire une première équipe de quelques ingénieurs pour construire le produit, commencer à construire les premières briques du produit. Et ensuite, les 2 points auxquels on a essayé de s'atteler, en effet, il faut construire une checklist de features. L'idée étant de la reconstruire, de manière, entre guillemets, moderne, collaborative, complètement intégrée, pour avoir un vrai différenciateur, en essayant de réduire le scope toujours au maximum pour avoir des surfaces de code qui soient les plus faibles possibles, mais avec le meilleur niveau de qualité. Ouais. Et donc à ce moment-là, vous avez commencé la commercialisation. Est-ce qu'il y a des alpha, bêta? Est-ce que vous avez vos premiers utilisateurs tout de suite? À quel moment ça devient payant? À quel moment vous avez votre première ligne de revenus? Honnêtement, on a eu au moins 24 mois de R&D, de développement, d'où le fait que je dise que le CRM soit vraiment un marché mature. On aurait peut-être pu aller plus vite, mais pas beaucoup plus vite. On avait une super équipe de développement avec une direction produit qui était claire. Donc, c'est vraiment une catégorie de produits assez mature qui est le challenge d'un marché comme le CRM, mais qui est aussi une barrière à l'entrée pour tous les nouveaux entrants. Ce qu'on se dit souvent, c'est qu'il faut être un peu fou pour se lancer dans un marché comme le CRM ou inconscient, ou alors un peu des deux. Donc pendant 24 mois, on a construit le produit en itérant avec nos utilisateurs, en les onboardant sur une bêta au fur et à mesure et en mesurant à la fois, je dirais, les métriques d'engagement, les daily active users sur monthly active users, les weekly active users sur monthly active users et le churn, qui sont des indicateurs un peu quantitatifs de la valeur que le produit crée pour l'utilisateur. Et de l'autre côté, avoir des signaux plus qualitatifs, donc discuter avec nos utilisateurs tout le temps, tous les jours, pour comprendre bien sûr leurs problèmes et dans quelle mesure notre solution répond à leurs problèmes. Et au bout d'un moment, on a commencé à sentir, et les chiffres l'ont justifié, que, ok, on a été sur quelque chose. On commence à avoir un produit que les utilisateurs aiment vraiment. C'est à ce moment-là qu'on a décidé de lancer, et en particulier avec un Product Hunt Launch. On a été produit de l'année sur Product Hunt, donc on était assez contents. C'est des boîtes comme Notion ou comme ChatGPT étaient élus également pour la même année. Et donc ça a été assez enivrant, et c'est le moment où on a commencé à faire payer nos utilisateurs. Au début, c'était complètement artisanal, dans le sens où on avait des petits liens de paiement Stripe qu'on utilisait avec Julie et Erwan, qui sont 2 personnes de l'équipe Go-to-Market, qu'on envoyait via le chat à nos utilisateurs pour qu'ils puissent payer. Et c'est un peu, je dirais, symbolique. Je dirais, ça incarne très bien notre approche qui consiste à faire les choses très manuellement au début pour bien comprendre les problèmes et ensuite systématiser ça avec une approche produit. Et donc, c'est à partir de là qu'on a commencé à avoir un vrai flow de paiement et ainsi de suite. Avec vos premiers retours utilisateurs comme ça, est-ce qu'il y a un peu une industrie, un use case qui se dégage de se dire ouais, mais en fait c'est vraiment très utilisé par les VC ou par les agents immobiliers ou voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui se dessine comme ça? Le CRM, c'est un marché horizontal. Donc c'est ce qui fait la taille du marché. Dans le sens où aujourd'hui, si on prend un Pipedrive, un HubSpot, un Salesforce et les autres CRM du marché, c'est des outils qui sont utilisés par plusieurs typologies de boîtes. D'où le fait que ça soit un marché aussi large. Nous, une des particularités de Folk, c'est que c'est un outil qui permet, en particulier aux boîtes qui ont besoin d'une approche très high touch
dans leur process de vente, c'est-à-dire très personnalisé, où chaque deal est important, où c'est souvent des gros deals. Les boîtes qui ont ces spécificités s'en sortent mieux sur Folk parce que le software est construit de cette manière-là. Le résultat, c'est que les 3 typologies de boîtes se sont beaucoup distinguées dans leur utilisation de Folk. La première, c'est les boîtes qui vendent du service. Donc les agences, les cabinets de conseil. Pourquoi? Parce que c'est des boîtes qui vendent leur temps homme. Et donc, dans le processus de vente, on a le même besoin finalement de personnalisation et de valeur ajoutée qu'on va avoir ensuite pendant la vente du service en lui-même. La deuxième typologie de boîte, c'est les boîtes de type d'investissement, donc que tu mentionnes, les fonds d'investissement. C'est très humain également comme process de vente. On a rencontré des fondateurs, etc. Et donc, c'est un deuxième marché où on a eu beaucoup d'échos. Et le troisième, c'est les PME ou startups qui font de la vente B2B. On voit que la typologie commune, c'est des ventes plutôt grands comptes ou du moins high touch. Ouais, ou gros ticket en tout cas, les prestations dépassent un certain montant. Ok, super intéressant. À ce moment-là, quand vous lancez finalement le service payant, comment vous sentez l'attraction? Est-ce que vous avez des certitudes sur le fait, bon, ok, on a vraiment tapé juste, ou est-ce qu'au contraire, vous dites, là, il va falloir mettre bouchée double sur la partie commerciale parce qu'on a un cash burn, donc un temps d'activité, de vie par rapport au fonds que vous avez levé qui est forcément capé, qui est fixé. Comment, au regard des gros géants dont tu citais tout à l'heure, comme HubSpot, Salesforce, comment vous vous positionnez à ce moment-là? C'est quoi l'état d'esprit? Plusieurs points. Le premier point, c'est qu'on a toujours tenu à rester une équipe restreinte, commando, Ouais. avec la conviction que, en étant une petite équipe, on va avoir tendance à aller plus vite. On évite l'inertie qui est liée au fait d'avoir plusieurs personnes à coordonner, plusieurs personnes à aligner. Et donc, il y a un avantage, je dirais, adjacent, qui est qu'en termes de burn, on a toujours été très rigoureux. Le deuxième point est que, en termes de croissance, on a vraiment avancé par pas successifs, où certains éléments qu'on construisait, soit en termes de produits, soit en termes de go-to-market, nous ont permis à chaque fois d'accélérer, de passer des paliers, de passer des paliers, de passer des paliers, avec la conviction que ce sera jamais un projet qui change la donne, mais c'est l'accumulation de toutes les choses qu'on met en place qui vont dans la bonne direction, si elles vont dans la bonne direction, qui compound. On parle beaucoup de compound en interne, dans le sens où on veut faire des choses qui vont porter leurs fruits, pas simplement à court terme, mais également sur le long terme, et s'inscrire dans la stratégie globale. C'est quoi la difficulté majeure à ce moment-là? Est-ce que c'est en termes de tech, en termes de délivrabilité, parce qu'il faut aller vite pour prendre le marché? Est-ce que c'est en termes de recrutement ou autre chose dont on ne pense pas forcément? Nous, on dit souvent en interne qu'on fait 3 choses. Globalement, il y a 3 sujets sur lesquels on travaille seulement. Le premier, c'est le produit. Le produit, c'est un jeu de qualité. Le but étant pas de créer le produit le plus rapidement possible, c'est de créer le meilleur produit possible. On croit fortement au fait qu'on soit des artisans. Ceci étant dit, évidemment que la célérité est probablement un des meilleurs indicateurs de succès futur, mais notre objectif étant vraiment de créer un produit qui nous rend tellement fiers, où on met tellement de cœur, tellement d'amour, tellement de craft, on parle beaucoup de craft, que nos utilisateurs le ressentent. Et on le voit, les produits aujourd'hui sur le marché qui ont un écho tout particulier. Par exemple, je pense à Linear, qui est une entreprise américaine qui remplace Jira, un outil de software de product management. Leur distinction, c'est que c'est vraiment un produit qualitatif, pensé dans le détail, en termes de design, en termes de performance. Donc, premier play, c'est le produit. Deuxième play, c'est la distribution. Un produit seul ne peut prendre un marché, et en particulier un marché aussi mature et compétitif que le CRM. Donc, on s'est vraiment cassé la tête et on continue de se casser la tête pour trouver des moyens de distribuer le produit en masse à un coût qui soit acceptable. Et le troisième play, qui est certainement le plus important, c'est l'équipe. Ce qu'on construit, c'est d'abord une équipe qui, elle, construit la stratégie de distribution et la stratégie produit. Et donc, trouver les bonnes personnes qui ont la bonne culture, qui ont l'envie, avec qui on va construire une partie de l'histoire et prendre plaisir dans l'aventure. Effectivement, l'équipe, nécessairement, c'est très important. Le produit aussi, mais la distribution, comme tu le disais, c'est presque la pierre angulaire. Sans distribution, forcément, ça ne peut pas prendre. Et on va y revenir. Super intéressant. Je voulais te demander, quand vous vous lancez, est-ce que vous avez tout de suite une notion d'internationalisation dans votre marketing, dans votre communication? Est-ce que vous cherchez d'abord à prendre un marché français pour valider l'attraction, ou est-ce que tout de suite vous
vous fixez pas de limite. Tu parlais de Aircall et d'autres solutions comme ça qui sont devenues des licornes. Comment vous positionnez? Écoute, l'avantage d'un marché où on vend simplement un produit, où il n'y a pas d'opération forte derrière ou de dimension légale, je pense par exemple à un Conto ou un Payfit pour la dimension légale, c'est qu'on peut day one vendre à l'étranger, vendre n'importe où. Le coût finalement pour nous de vendre aux US ou au UK n'est pas si différent, à condition d'acquérir les leads dans la région. Il se trouve que comme on a lancé sur Product Hunt, où il y a une forte résonance US, et que le marché du CRM, le marché du software B2B en général est beaucoup plus mature aux US, on a d'origine eu un espèce de tropisme américain où 50% de nos leads viennent des US ou d'Amérique du Nord. Tu vois. 40% ensuite sont splittés sur les 3 gros pays, enfin sur France, Allemagne, UK, et 10% c'est Rest of the World. Mais on a d'emblée été en dehors des frontières françaises. Ok, bah super intéressant. Donc, c'est-à-dire que tout de suite, vous avez eu vraiment une résonance en termes de solutions. C'est pas cantonné aux pays résidents, on va dire. Complètement. Génial. Et comment vous mesurez votre traction par rapport aux géants à ce moment-là? Est-ce que vous avez des convictions là-dessus de se dire, bon, bah là, c'est OK, maintenant, on a la croissance suffisante pour savoir qu'on va pouvoir perdurer et continuer sur notre trajectoire? Je pense qu'on est à moins de 0,1% de ce qu'on pourrait aller chercher sur ce marché. C'est vraiment un marché gigantesque, le CRM, ne serait-ce quand on voit les revenus que font un Salesforce. C'est certainement le marché dans le SaaS où il y a le plus de boîtes qui sont des centaures, qui font au-delà de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je pense à Pipedrive, à HubSpot, à évidemment Salesforce, à Zoho et à d'autres. Il nous reste des millions de choses à faire. Avec Jean-Yves, mon associé, on se dit souvent qu'on a une roadmap pour 10 ans. On n'a jamais eu l'impression d'avoir fait quelque chose où on se disait, OK, on peut aller chercher Salesforce. Il nous reste tellement de choses à faire qu'on a une roadmap pour 10 ans. Ouais. Et comment t'expliques que, j'ai bien compris que c'est la résonance de Product Hunt qui a fait un gros écho sur le marché US, mais pour autant, sur le marché français, alors effectivement, en pourcentage d'affaires, bon, bah, c'est différent, mais en même temps, les US sont beaucoup plus gros et beaucoup plus de boîtes, notamment B2B là-bas. Sur le marché français, ça représente à peu près quel pourcentage? Est-ce que vous arrivez quand même à avoir un lead là-dessus versus vos concurrents? Non, complètement. Le marché français, on est environ à 20% environ 20% de nos leads, de notre chiffre d'affaires. Donc, c'est quand même très significatif. Ouais. Assez naturellement, parce que les 3 cofondateurs sont français et sont basés en France. L'équipe est distribuée. On n'est pas simplement en France, on est sur Belgique, France, Espagne, Italie. Mais donc, il y a une résonance naturelle. Qui plus est, la France est historiquement assez forte en sales tech, marketing tech, avec les growth machines, les Lemlist, etc. qu'on connaît. Donc oui, il y a une résonance naturelle en France. Après, en effet, sur un marché software B2B, c'est pas le marché le plus attractif. Donc nous, depuis le début, on a en effet eu une résonance US, mais c'est aussi une résonance qu'on a accompagnée en faisant en sorte que toutes nos interactions, que notre produit soit en anglais, d'avoir des personnes qui soient native speakers dans l'équipe pour pas simplement écrire de l'anglais comme des Français, mais de l'anglais comme des Américains, que la langue de travail au sein de la boîte soit uniquement l'anglais, que tous les calls soient en anglais, tous les écrits soient en anglais. Donc c'est une volonté, je dirais consciente, d'aller plutôt vers les US comme étant le marché cible primaire pour nous. Alors, tu me fais le pont avec le marketing, je vais revenir sur la distribution. Quelles sont vos stratégies à ce moment-là de distribution dont tu me parlais pour pouvoir conquérir le marché? Notre point de départ, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on recevait beaucoup d'utilisateurs de manière organique. Pourquoi? Évidemment, le CRM est un gros marché. C'est une catégorie de produits existante que les gens connaissent, pour laquelle ils ont un budget. Et évidemment, c'est un marché où on agit avec une satisfaction produit faible. Mais surtout, c'est un achat anxieux. Quand on achète un CRM, c'est un achat critique au sein de sa boîte. On n'a pas envie de faire d'erreur. On a un investissement de temps et d'énergie et de coûts qui est assez conséquent. Donc, on demande je demande autour de moi qui sont les personnes susceptibles de me recommander un bon CRM. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à avoir beaucoup d'organiques, beaucoup de nos utilisateurs qui recommandaient Folk. Et on s'est dit, OK, c'est intéressant, il y a quelque chose. Comment accompagner ça? Comment faire en sorte d'accélérer finalement ce word of mouth organique qui avait lieu? Et
ce sur quoi on a débouché, c'est plusieurs typologies de stratégie. La première, c'est de faire de l'influence, de travailler avec des micro-influenceurs B2B, notamment sur LinkedIn ou sur YouTube, et les accompagner, les aider à créer du contenu qui soit pertinent, qui soit authentique et qui soit adjacent à Folk sur notamment le monde de la vente. Le deuxième, c'est de faire de l'affiliation, donc de proposer à nos utilisateurs de gagner de l'argent en faisant ce qu'ils faisaient déjà, à savoir recommander Folk, ce qui a permis d'accélérer finalement la tendance. C'est ces deux premiers canaux sur lesquels on a investi. Ensuite, on s'est dit que ces canaux étaient intéressants, mais il nous fallait en plus des canaux qui allaient permettre de scaler encore plus à des coûts intéressants. Le SEO, naturellement, a été un peu un no-brainer auquel on s'est attaqué, notamment parce que c'est un canal sur lequel il faut investir sur le long terme, où ça prend du temps, mais où ça paye. Donc le SEO, avec la volonté d'aller sur des mots-clés qui soient peu compétitifs, avec un gros volume, avec beaucoup d'intent, et ensuite des choses plus classiques comme de l'ADS, du retargeting, mais voilà, globalement, c'est un peu les grands canaux sur lesquels on travaille. Ouais. Alors, tu évoquais l'influence, effectivement, vous faites beaucoup d'influence B2B, et finalement, en France, vous faites partie un peu de la rare communauté à en faire. Alors, l'affiliation, c'est assez ancien comme procédé, et beaucoup le font. Par contre, l'influence B2B, c'est surtout sur le marché français, c'est vraiment très récent, ça se développe beaucoup plus aux US. D'où vient un peu cet ADN, cette volonté-là de bien comprendre le pari de la Creators Economy et d'investir justement sur des créateurs comme ça pour justement bénéficier de cette partie organique et un peu bouche à oreille que tu évoquais? En fait, quand on y réfléchit aujourd'hui, je pense que le shift, c'est d'abord fait en B2C, comme tu le mentionnes à juste titre. On fait beaucoup plus confiance à des individus qu'à des marques. Je fais beaucoup plus confiance à une personne que je connais, derrière laquelle je mets un visage, dont je comprends l'histoire, dont je comprends les tenants et les aboutissants, les problèmes, les challenges, le contexte professionnel ou personnel, quand il me recommande un produit. Honnêtement, c'est une tendance qui existe depuis 10 ans dans le B2C, donc on n'invente rien. Et dans le B2B, il n'y a pas de raison que, ayant besoin de choisir une stratégie ou de choisir un outil ou de choisir un software pour mon entreprise, qui est critique, qui a beaucoup d'impact sur moi en tant que collaborateur, ma manière de travailler et la manière que je vais avoir de briller au sein de l'entreprise, le fait de recevoir des conseils, des recommandations de personnes auxquelles je fais confiance n'ait pas d'impact sur ma prise de décision. Donc ça vient de là. Ensuite, c'est un marché en effet aujourd'hui qui s'est vraiment structuré, l'influence B2B, donc il y a de plus en plus de boîtes qui en font. Il suffit pas de trouver un influenceur et lui demander de poster, il faut vraiment créer des relations qui soient vraiment authentiques, organiques avec ces influenceurs, qu'ils aiment vraiment le produit, qu'ils l'utilisent. Autrement, ils pourront pas en parler de manière à ce que ça résonne vraiment avec leur audience. Je veux dire, c'est pas un channel magique, mais c'est des relations intuitu personae avec chacun des influenceurs pour faire en sorte que ça devienne des vrais ambassadeurs du produit. Tu m'évoquais cette roadmap à 10 ans dont tu parlais avec ton associé. J'imagine qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à faire, et en objectif devenir le numéro 1 très probablement. En tout cas, je vous le souhaite. Quels sont, à ton sens, les gros enjeux auxquels vous allez devoir faire face dans les mois, années à venir pour atteindre cet objectif? On en discutait hier avec Thibaut. On a une session un peu de réflexion en termes de vision tous les mercredis. Une analogie qu'on a prise est le marché de la voiture. Quand Elon Musk a eu pour objectif de réinventer, d'ailleurs je vois le bouquin dans ta bibliothèque, quand Elon Musk a eu pour objectif d'inventer la voiture autonome, il est passé par plusieurs étapes. D'abord la voiture électrique, ensuite la voiture électrique assistée, et l'étape d'après étant la voiture autonome. Ce qu'on voit dans le CRM, c'est qu'on pense que le marché du CRM va être complètement réinventé et qu'on va de plus en plus vers un CRM qui soit autonome, assisté par des humains. Les étapes pour aller vers là sont au nombre de 3. La première, c'est de construire finalement l'infrastructure de base, la voiture électrique. C'est de construire le CRM avec tous les différents objets qu'il contient, les people, les companies, les interactions, etc. Et surtout les tuyaux qui connectent ce CRM au monde réel. Pour le connecter à tes emails, pour le connecter à ton calendrier, pour le connecter à tes réseaux sociaux, notamment à ton LinkedIn. C'est ce qu'on s'est attelé à faire. Et finalement, c'est ça, ne serait-ce que ça pourrait être c'est une alternative au CRM traditionnel. C'est un CRM moderne, connecté, collaboratif, simple d'usage. La deuxième étape, où c'est nécessaire d'avoir le maximum d'informations possibles dans le CRM,
c'est de rendre ça assisté. Donc d'assister le maximum de tâches possibles, qui soient supervisées par des humains, que le CRM ne fasse pas les actions, mais qui suggère les meilleures actions à faire. Aujourd'hui, les meilleures personnes avec qui follow-up, c'est ces personnes-là. Pourquoi? Parce qu'on a vu que cette personne a changé de job title sur LinkedIn, parce que cette personne, tu n'as pas échangé avec elle depuis 6 mois, parce que ce lead-là, il se trouve que la croissance du nombre d'employés dans sa boîte est passée de 50 à 120 sur les 2 derniers mois, etc., etc. Donc, le fait d'avoir une forme d'intelligence relationnelle qui te permette de savoir où investir ton temps humain, qui est notre capital le plus précieux. Et troisième étape, à partir du moment où on considère que l'intelligence est suffisamment, je dirais, mature pour faire ses actions, ne plus avoir besoin que ça soit supervisé, mais faire en sorte, nous, en tant que vendeurs, de passer notre temps uniquement sur les interactions one-one qui ont de la valeur, mais que tous les processus finalement de relance, de création de listes, d'envoi de séquences d'emails, etc., soient automatisés par le CRM. Alors, tu le mentionnais, effectivement, l'une des grosses forces, c'est l'intégration avec la liste d'outils existantes et c'est probablement ce qui fait défaut aux grosses forces en présence comme HubSpot ou Salesforce, où ils ont peut-être, sans parler d'aide technique, mais voilà, de faire des intégrations nouvelles et peut-être un peu plus fastidieux en termes de techno et d'implémentation. Pour autant, alors surtout tu mentionnes LinkedIn, effectivement, qui est une mine d'or d'informations. Mais vous dépendez finalement de leur compliance, de leur autorisation à récupérer les données là-dessus. Est-ce que vous y avez déjà pensé sur le fait, si un jour ils coupent, j'imagine que vous êtes potentiellement en discussion avec eux. On voit par exemple, c'est un autre sujet, mais TikTok qui va avoir des restrictions par exemple aux US, etc. en termes d'utilisation de données. Se nourrir comme ça d'informations à partir d'une plateforme pour vraiment en faire un assistant personnel mais de relations professionnelles. Comment vous envisagez ça? Est-ce que c'est des questions que vous êtes posées Notre parti pris est de ne rien faire qui soit dans une zone grise et encore moins dans une zone noire. On fait uniquement des choses qui sont autorisées, formellement autorisées et donc on ne peut pas être coupé. Typiquement, il y a beaucoup de boîtes qui vont avoir tendance à automatiser des messages sur LinkedIn. C'est quelque chose qu'on ne fait pas parce qu'il faut passer par une méthode qui est, j'ai envie de dire, interdite par LinkedIn officiellement, autorisée officieusement, mais qui peuvent couper à tout moment. Ce genre de choses, plutôt par ADN, on décide de ne pas les faire, de faire uniquement des choses qui sont formellement autorisées. Typiquement, ce qu'on fait sur LinkedIn, c'est uniquement des actions qu'un utilisateur pourrait faire manuellement, qu'on automatise. On passe pas par des API cachées. Donc, par exemple, on a un plugin qui permet depuis une page LinkedIn d'apporter le contact en un clic dans Folk. C'est une action qu'un utilisateur pourrait faire en utilisant sa souris, en allant chercher le texte et en le copiant-collant. Nous, on permet de le faire en un clic qui permet de gagner évidemment beaucoup de temps, mais ce n'est pas le type d'action qu'on pourrait nous interdire. Donc, on évite toute forme de zone grise. Ok. Effectivement, vous affranchissez de pas mal de déconvenus, mais je trouvais ça intéressant d'aborder le sujet parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup d'outils sortir de récupération de données. On sait qu'en France, il y a le RGPD, mais il y a d'autres choses qui sont mises en place, notamment à l'international. Mais ça aurait pu devenir un enjeu complètement au regard de votre business. Et c'est pour ça qu'on choisit volontairement d'éviter toute forme de plateforme risque en évitant les zones grises, en faisant que des choses qui sont formellement autorisées, et 2, en multipliant les providers. On s'intègre avec LinkedIn, avec Gmail, avec Outlook, avec Google Calendar, avec Outlook Calendar, avec Twitter, etc., etc. Bon, toute une liste d'intégration, de telle sorte à ce qu'une plateforme seule ne puisse pas remettre en cause la viabilité du business. J'imagine qu'avec l'attraction que vous avez dû susciter de l'intérêt. Est-ce que vous avez été approché par des concurrents qui seraient potentiellement intéressés pour faire un rachat et intégration de techno au sein de leur service? Écoute, on reçoit en effet assez souvent des emails et des propositions de rencontres dans ce sens-là. Une discussion qui m'a tout particulièrement marqué. J'ai échangé avec le fondateur d'HubSpot, qui crée une boîte qui vaut 30 milliards et qui m'a honnêtement scotché en termes d'humilité et en termes de connaissance du marché. Même dans les petites startups de 3-4 personnes qui se lancent récemment sur le CRM ou les outils adjacents, et sa capacité à comprendre les nouvelles innovations et à être constamment en train de se challenger, c'est une rencontre qui m'a beaucoup inspiré.
Aujourd'hui, vous êtes combien dans l'équipe? Aujourd'hui, on est un peu moins de 25. On a la volonté de rester une équipe commando tout au long de la vie de Folk. On pense qu'on peut aller beaucoup plus vite. On est inspiré notamment par les exemples de WhatsApp ou de Notion, Notion qui ont atteint 100 millions de revenus avec une équipe de moins de 100 personnes. C'est l'objectif. Et je pense qu'on est sur un modèle qui peut le permettre. On est très self-serve dans notre manière d'onboarder les utilisateurs. Et voilà, on recrute en ce moment, on recrute sur plein de postes différents, software engineer, en product, en marketing, au sein de l'équipe d'onboarding. Donc, on a plein de postes ouverts, mais la volonté est toujours de rester une équipe commando. C'est quoi la barrière la plus prenante pour aller plus vite d'un point de vue micro? On a abordé le sujet macro, des différents challenges à adresser pour aller plus loin. Là, d'un point de vue très structurel et pragmatique, c'est quoi les sujets sur lesquels il faut aller rapidement pour justement aller plus vite et prendre le marché plus rapidement? Écoute, c'est une super question. Je dirais qu'il y a un nombre limité de points. Le premier étant des points de checklist, de cette fameuse checklist CRM qu'on n'a pas complètement checké, notamment des analytics et notamment la création de custom objects. C'est parmi les plus grandes raisons de deal perdus pour nous aujourd'hui. Et donc, il faut aller construire ces éléments de base. C'est un sujet auquel on s'attelle fortement aujourd'hui. Et ensuite, la deuxième chose, c'est continuer à faire ce qu'on fait en termes de marketing, de top of the funnel, pour toujours accélérer. Aujourd'hui, on a un funnel qui fonctionne, où les maths font du sens. Et donc, on est prêt à mettre plus de gens en top of the funnel. On peut toujours améliorer le funnel, évidemment. Mais notre travail est de continuer à faire grandir la communauté de personnes qui viennent sur Folk. Ouais. Maintenant qu'on s'est dit tout ça, si tu devais demain recommencer un SaaS from scratch, qu'est-ce que tu ferais et qu'est-ce que tu ne referais pas au regard de ton expérience acquise? C'est une question dure. On se le disait, s'attaquer à un marché comme le CRM, il faut être soit fou, soit inconscient. Mais la réalité, c'est quand même que s'attaquer à une catégorie de produits existante, où la satisfaction est très faible, ça facilite beaucoup de choses. Pourquoi? Catégorie de produits existante, ça veut dire que les gens connaissent ce produit, qu'ils cherchent ce produit, qu'ils ont un budget sur ce produit, pour cette typologie de produit, qu'ils ne doivent pas convaincre une équipe au sein de l'entreprise de débloquer un budget, et qui sont conscients qu'ils ont un problème auquel ce produit répond. D'où le fait qu'une catégorie de produits existe. Créer une nouvelle catégorie de produits, ça peut être très rémunérateur, mais c'est beaucoup, beaucoup plus dur. Ça, c'est le premier point, donc une catégorie de produits existante. Deuxième chose que je ferais, c'est regarder donc une catégorie de produits existante, mais où la satisfaction client sur cette catégorie de produits est très faible. Une citation qu'on voit souvent passer sur les réseaux sociaux qui est si sur ton secteur, les boîtes du secteur utilisent encore le fax, c'est que c'est certainement une bonne industrie, mais donc à laquelle s'attaquer. Donc, regarder une catégorie de produits où la taille du marché est grande, mais pour autant, les acteurs sur cette catégorie de produits sont vieillissants. Et la conjonction de ces deux éléments crée une opportunité. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez pu faire chez Folk que tu referais différemment maintenant que tu as pu avoir pas mal de cycles de production et de déploiement, que ce soit en commercial ou en prod? Est-ce qu'il y a des éléments comme ça que tu referais différemment? Absolument. Je pense à beaucoup de choses. La première chose, à mon sens, que je ferais différemment étant en plus du fait de créer une landing page, de créer une maquette du produit que je ferais sur Figma, qui soit très très aboutie, à laquelle on se reporterait et qui donne une vision même à quelques années de ce à quoi on aimerait que le produit ressemble, pour avoir finalement une compréhension partagée, intuitive au sein de toute l'équipe de l'objectif final, qu'on peut exprimer avec des mots. Mais quand on le voit via une maquette Figma, et c'est assez incroyable ce que Figma nous permet de faire avec des prototypes, je pense que ça a créé un alignement encore plus fort. C'est un gros travail à faire, parce que c'est un gros travail à faire et à maintenir, mais je pense que ça crée une forme d'alignement au sein de l'entreprise et une forme de compréhension finalement de l'architecture, notamment en termes d'objets de son software, qui aurait beaucoup de valeur. C'est en plus un des side benefits de pouvoir le montrer finalement à des utilisateurs et de voir la réaction qu'ils auraient face à un prototype de la sorte. Ça ne nous informe pas
sur la manière dont ils vont l'utiliser. Il n'y a rien de mieux que de voir un utilisateur réellement utiliser un vrai produit. Mais du moins, ça permet d'avoir un indicateur sur la manière avec laquelle ils réagissent à une maquette de la sorte et ça permet de dérisquer ou du moins d'aiguiller la direction produit encore plus que ce qu'on aurait fait. Ah, c'est super intéressant comme constat, surtout tourner équipe comme ça. Est-ce que tu sens qu'il y a eu justement un peu ce manque de vision? À quel moment c'est intervenu? Est-ce que c'est sur la partie dev ou autre où on voyait pas bien où on allait? Du coup, peut-être que tu vas en parler, mais je fais des conjectures pardon, de peut-être un code peut-être pas suffisamment agile parce que la vision est pas suffisamment prenante pour pouvoir anticiper les intégrations? C'est exactement ce que tu dis. On a commencé avec une vision d'un problème. On savait qu'il y avait un problème sur le marché du CRM, mais pas avec une vision aboutie de la solution à laquelle on voulait arriver. Ce qui a fait qu'on a beaucoup itéré sur la typologie de solutions et itéré en particulier dans le code avant d'arriver à une vision du produit qui était extrêmement claire. Et c'est du temps, évidemment, c'est du temps investi qui est pas perdu parce que ça nous a permis finalement d'arriver à cette vision très claire du produit. Mais je me pose la question de savoir si on aurait pu avoir une approche beaucoup plus rapide à ce moment-là, ou du moins plus rapide. Ouais. Qu'est-ce que vous utilisez comme techno? Est-ce que vous avez changé de techno d'ailleurs Non, on n'a pas changé de techno. On est sur du Node et du React, Ok. Il y a d'autres enjeux comme ça que tu aurais appréhendé différemment, que ce soit vraiment micro ou macro en termes de stratégie? Alors ça, c'est sur le sujet produit. Ouais. Je dirais, étant le premier point, sur la distribution, plusieurs enjeux. Le premier, commencer par le moins de personas possible. Le CRM, c'est un marché horizontal, ce qui est très enivrant, très excitant. Mais même si on veut faire un produit horizontal, parce que le marché est plus gros et parce qu'il y a évidemment tous les bénéfices qu'on connaît, commencer par construire le produit pour un typologie de persona, pour ces problèmes très particuliers, ça permet aussi d'aller plus vite. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, investir encore plus tôt sur les sujets qui prennent du temps comme le SEO, comme le contenu, parce que c'est une machine qui se rôde, où on est de plus en plus pertinent, on comprend comment raisonner avec son audience, où les algorithmes de Google prennent du temps à nous considérer comme du contenu de qualité. Donc, je dirais que la deuxième chose que je ferais encore plus tôt, c'est investir plus tôt sur notre machine contenu, machine SEO. Et d'un point de vue people, je dirais que les choses que j'aurais fait différemment, la chose que j'aurais fait différemment, c'est quand on se rend compte que ça va pas avec une personne, on regrette toujours d'attendre avant de mettre fin à la collaboration. Personne n'est gagnant. Pour la personne, ça se passe mal. Pour nous, en tant qu'entreprise, on baisse finalement notre ligne d'acceptation, notre niveau d'acceptation, notre jauge d'acceptation. Et donc, quand ce sentiment apparaît, agir tout de suite, agir plus rapidement. Ouais. Est-ce qu'il y a eu un échec que vous avez pu connaître qui a un peu marqué la boîte, alors, probablement pas grave parce que vous existez toujours et voilà, mais qui a un peu constitué une référence, un peu une claque comme ça qui vous permet de vous remettre dans la vision et de ne pas perdre de vue vos objectifs? Bien sûr, j'ai un élément, une anecdote de laquelle on rigole souvent. Après avoir levé notre seed avec Philippe Botteri, qui est l'investisseur d'Axel, on s'était donné une date pour présenter une partie du produit. Et on n'était pas arrivé à tenir cette date avec le niveau de qualité qu'on souhaitait. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une démo qu'on appelait en mode Corée du Nord, dans le sens où on avait un trajet de démo qui fonctionnait, tous les autres trajets ne fonctionnaient pas. Et du coup, on a suivi exactement ce trajet, ce qui nous a permis de présenter une démo qui faisait du sens, mais à titre personnel, ça a été un moment on s'est rendu compte que on n'était pas arrivé au niveau de qualité qu'on souhaitait et qu'il fallait encore mettre les bouchées doubles pour avoir un produit qui espère pouvoir être une alternative de taille sur un marché aussi compétitif. Après, on a une jeune histoire, donc Dieu merci, on n'a pas encore connu d'échecs massifs majeurs, mais d'autres plus importants arriveront, j'en doute pas. Ouais. Toi, à titre un peu plus personnel, est-ce qu'il y a des situations que tu as pu un peu moins bien vivre, sur lesquelles tu as su capitaliser pour pouvoir, en tant que CEO, te remettre dans le chemin? Les moments les plus difficiles sont les sujets people et en particulier les moments où avec une personne ça marche pas et souvent
c'est moi ou mon associé ou une personne de l'équipe qui a fait le choix de ce recrutement. Mm. Donc, ça veut dire qu'on a mal évalué la personne, qu'on a mal certainement scopé le poste, ou du moins qu'on n'a pas mis la personne dans les conditions qui étaient nécessaires pour que cette personne réussisse. Et c'est typiquement le genre de moment où on est amené à se remettre en cause parce qu'on perd beaucoup de temps, on fait perdre du temps à la personne, on fait perdre du temps à l'équipe et on veut que ça arrive le moins possible. Malheureusement, le recrutement, c'est pas une science exacte, donc c'est des choses qui se reproduisent à nouveau, et à chaque fois, on essaye d'en tirer les learnings en ayant le processus finalement qui soit le plus systématisé possible Ouais. pour ne pas que ça se reproduise, parce qu'on sait que l'impact est très élevé. Et justement, c'est quoi votre process aujourd'hui de recrutement? Écoute, c'est un super point. C'est Morgane qui gère tout ça chez nous et honnêtement, elle a mis en place un process qui est très carré tout en restant très humain. On commence par une scorecard. On est assez inspiré par le bouquin qui s'appelle Who, je crois, qui parle de la manière d'établir une scorecard. Ça permet de créer d'abord un alignement en interne sur les différents éléments qu'on attend d'un candidat et une grille qu'on suit tout au long de l'entretien, tout au long du processus d'entretien avec pour les différentes étapes, quels éléments de la scorecard vont être testés. On a des templates de feedback qu'on doit suivre à chaque fois qu'on fait un entretien et tout le temps un test technique, tout le temps un test où on peut se mettre en situation de travailler avec un candidat pour sentir ce que ça fait de travailler ensemble et c'est une partie super importante pour nous. Ok. Alors, j'imagine que tout ce travail que tu peux avoir, et surtout dans un monde très agile qui est le SaaS, ça doit te donner beaucoup d'idées. Est-ce que tu as comme ça un projet un peu que tu as dans ton coffre-fort, tu te dis plus tard, peut-être que je lancerai par rapport à tout ce que tu as pu voir et que tu aimerais nous partager aujourd'hui? Une des boîtes que j'aurais lancées aujourd'hui, si je devais lancer une boîte, on voit beaucoup passer les AI SDR comme Elevenix AI, comme Artisan, pardon, qui globalement automatisent le métier du SDR en te permettant de générer une proposition de valeur en se basant sur ton site internet, créer une liste de prospects en se basant sur Apollo, créer une séquence et leur envoyer. Je pense que c'est encore plus pertinent de faire ça sur le recrutement. D'avoir la même approche sur le fait, on voit à quel point c'est time consuming, ça demande de la personnalisation, d'aller chercher les bons candidats, les bonnes personnes et avoir quelque chose avoir un outil qui me permette de générer des listes pour moi automatiquement, créer des séquences qui soient personnalisées en fonction de mes besoins de recrutement pour me booker des démos. Il n'y a pas des démos, mais des premiers calls. Je pense que ça aurait beaucoup de sens. Ouais. Alors, on disait en introduction que tu as rejoint le Startup Studio, donc Exa, pour fonder cette belle aventure. C'est quoi ton regard sur les startups du studio, justement, qu'ils soient corporate ou comme ça en résident? Qu'est-ce que ça t'apporte? Comment tu le vis? Quels sont un peu les bons côtés? Si on peut pas parler de mauvais côtés, mais voilà, versus une aventure purement solo, entre guillemets. C'est quoi un peu tes ressentis là-dessus? Super question. Je dirais que les startup studios te permettent d'aller plus vite à plein d'égards. Te permettent d'aller plus vite parce qu'il y a une équipe qui t'accompagne, qui a vu passer plein de choses et où il y a des choses à faire ou des choses à pas faire qu'il faut savoir. Et quand on les a pas fait, on ne les sait pas. Et une équipe qui a vu passer des Spendesk, des Aircall, des fronts, les ont vus nécessairement, que ce soit d'un point de vue légal, que ce soit d'un point de vue première stratégie de distribution, que ce soit d'un point de vue recrutement et best practice, etc. Donc ça nous permet d'aller plus vite en termes de best practice, ça nous permet d'aller plus vite en termes de financement, parce que c'est une marque et qu'on a des fonds tout de suite qui nous permettent de créer les premières briques, qui vont nous permettre de créer de l'attraction et ensuite d'aller voir des fonds avec un peu plus de traction et en plus une marque derrière. Donc globalement, je dirais que un startup studio, ça nous permet d'aller plus vite. Le challenge, c'est qu'un startup studio, au même titre qu'une association avec un cofondateur, c'est une association de personnes. Donc c'est très dur de dire d'avoir un avis général sur les startup studios. Ça dépend plus des personnes qui gèrent le studio. Moi, j'ai eu la chance de tomber sur Thibaut, qui est quelqu'un d'exceptionnel, mais ce qui dénote en rien de la qualité des autres startup studios. C'est un métier d'artisan. C'est un métier où on passe beaucoup de temps avec la personne tous les jours. On se casse la tête sur des problèmes ou parfois on n'est pas d'accord sur des sujets. Donc ça dépend réellement du fit qu'on va avoir avec la personne en face. Alors souvent, quand on lance son entreprise, l'un des enjeux, c'est un peu cette insécurité financière qu'on peut avoir. Comment ça se passe au sein d'un startup studio? Est-ce que dès le début, tu as une sorte de salaire ou est-ce qu'on attend de lever les premiers fonds pour avoir une rémunération du fondateur?
Comment ça se passe? Est-ce que ça, justement, ça te sécurise un peu plus au regard de la partie actionnariat que tu laisses forcément et qui est assez importante au Startup Studio, mais c'est normal par tout ce qu'il peut amener. Comment ça fonctionne pour ceux qui ne connaîtraient pas trop les modèles? Je peux pas parler de tous les startup studios, je peux parler Ouais. d'eFounders, Exa, et c'est exactement comme ça que ça fonctionne, dans le sens où il y a Exa prend en effet eFounders à l'époque prend une part du capital contre du capital qui permet d'accélérer la boîte pendant les 6 à 12 premiers mois, une équipe qui nous accompagne, des locaux et un salaire pour les fondateurs qui fait partie du capital de base. En effet, ça permet de dérisquer, que ce soit pour des personnes qui aient des enfants ou du moins qui aient pas qui veulent pas prendre ce risque financier au départ. En revanche, ce salaire, c'est un salaire qu'on appelle minimum viable salary, qui permet pendant les 6-12 premiers mois de vivre confortablement sans que ça soit un salaire important. À partir du moment où on lève, ensuite on passe on devient une boîte complètement indépendante qui a sa propre politique salariale. Ok. Et est-ce qu'au bout d'un moment, le Startup Studio se dilue? Est-ce qu'il reste avec toujours son pourcentage de base? Comment ça se passe sur Le leur Startup action? Studio ensuite devient un actionnaire comme n'importe quel autre actionnaire qui se dilue à tous les rounds. La seule différence, c'est qu'on a une relation un peu privilégiée avec eux parce qu'on les connaît humainement, mais cette relation humaine, elle n'est pas nécessairement retranscrite légalement en termes d'actionnariat. Oui, bien sûr. Je voudrais qu'on parle maintenant un peu plus de toi et de tes bottes secrètes. Alors, tout au long de cette interview, tu m'as beaucoup parlé de sport. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose de prenant chez toi, notamment de tennis. Alors, je ne sais pas si tu fais du tennis, mais quels sont un peu ce que tu as pu mettre en place pour justement continuer à investir toujours autant d'énergie dans cette belle aventure? Écoute, c'est en effet hyper important pour moi le sport. J'en fais au moins 4 fois par semaine, sinon je me sens pas très bien. J'ai besoin de me défouler et je fais beaucoup de paddle, pas de tennis. Ok. Je fais du HIIT, High Intensity Interval Training. C'est un vrai sport de gars qui n'ont pas de temps, où en 30 minutes, ça te permet de te défouler. C'est très cardio et c'est quelque chose que j'aime bien. Et quand j'ai l'occasion de surfer. Donc oui, en effet, je fais beaucoup de sport. C'est une des manières que j'ai de déjà me sentir bien dans mon corps, parce que je pense que c'est une des grandes sources d'énergie, et en plus de me vider l'esprit. Ouais. Comment tu fais pour progresser sur les différents sujets? On a abordé beaucoup d'éléments. J'imagine qu'au début, en tant que fondateur, tu es un peu au four et au moulin avant de structurer les équipes, même si tu le disais, tu avais des personnes en interne de Exa qui vous aidaient sur les sujets. Mais c'est quoi un peu, on parlait des livres tout à l'heure, comment tu fais pour monter en compétence sur les différents sujets? Écoute, je dirais que la première chose, c'est que j'essaie d'être le plus organisé possible. J'utilise Notion comme mon operating system qui me permet d'avoir tous les sujets une to-do list, mais je dirais très avancée, que je structure en plusieurs parties. J'ai les sujets sur lesquels je dois travailler qui sont priorisés maintenant. J'ai tous les sujets dont je dois parler avec des personnes que j'appelle, c'est ma partie agenda, donc avec toutes les personnes avec lesquelles je collabore. J'ai une liste de tous les sujets sur lesquels on travaille ensemble, qui me permet de garder une trace. Et j'ai une partie que j'appelle waiting for. Donc, c'est des personnes qui doivent me revenir sur des sujets particuliers. Et comme ça, je suis sûr de ne pas oublier ça et de pouvoir les relancer si le besoin se présentait. Donc, le fait de structurer une to-do list qui est un operating system qui me permet finalement de délocaliser des choses dont je devrais me rappeler sur un format papier que j'ai sur un format digital que j'ai sur mon ordinateur et sur mon téléphone. Ça me crée beaucoup de liberté d'esprit, ça me décharge et ça me permet d'être sûr de ne rien oublier. Et du coup, il n'y a rien que je fais qui n'est pas sur ma to-do list à la base, qui n'est pas une action que je vais checker. Je dirais que c'est le premier point. Le deuxième point est en effet que de lire le maximum, des livres sur l'entrepreneuriat ou des livres qui soient adjacents. Et le troisième point, qui est certainement le plus important, c'est à chaque fois que j'ai l'opportunité qu'il y a un sujet sur lequel je dois progresser, essayer de trouver les personnes qui soient la référence sur le sujet, de les contacter, de passer 30 minutes à 1 heure avec eux et essayer d'aspirer finalement toute la connaissance qu'on pourrait avoir d'eux. Et c'est une stratégie qu'on a même formalisée. On a accueilli 120 Angel Operators au capital, qui sont des personnes qu'on est allé chercher au sein des boîtes qu'on admire, par exemple des personnes de chez Figma, des personnes de chez Notion, des personnes de chez Stripe, ou les fondateurs de Conto, Alan en France, les fondateurs de Dropbox, de Behance, de Webflow, de Pitch.com.
Donc vraiment une grande base d'angel operators qui ont du capital et donc du coup qui ont un intérêt à nous aider et où à chaque fois qu'on a un sujet précis, on va aller chercher un de ces operators. On a mappé un peu les différentes thématiques sur lesquelles on avait besoin d'aide, les sales, le marketing, le design, le produit, le légal, et on a des operators sur chacun de ces sujets. Je prends un exemple, par exemple, on était en train de designer la stratégie d'affiliation et de referral dont on a parlé. Et la boîte mythique sur le sujet, c'est Dropbox. Leur referral programme, c'est une étude de cas qu'on étudie quand on veut faire du referral. Et j'ai eu la chance d'aller rencontrer, enfin échanger avec le fondateur, lui expliquer qui a construit ce referral programme chez Dropbox, lui expliquer ce que je comptais faire, recevoir ses feedbacks. Et honnêtement, j'étais à l'école et je vois peu de manières d'avancer aussi rapidement que d'aller chercher les experts dans leur sujet. Est-ce qu'il y a justement un conseil qu'on a pu te donner qui t'a vraiment marqué de par toutes les rencontres que tu as pu faire, que ce soit via Thibaut directement ou justement les investisseurs et business angels auxquels tu peux discuter régulièrement, voilà, quelque chose auquel tu peux te référer de temps en temps et qui constitue un peu un jalon. Absolument. C'est plus qu'un conseil, c'est même une manière de voir les choses, de les concevoir, qui consiste à se dire que en tant qu'entrepreneur, on doit être macro-optimiste, micro-pessimiste. Macro-optimiste dans le sens où il faut avoir une vision très forte et très positive du monde qu'on a envie de construire, du monde qu'on a envie de créer via cette boîte et réussir à tirer des gens, que ce soit les personnes de son équipe, les investisseurs, les partenaires, les clients, vers ce futur-là. Micro-pessimiste, c'est-à-dire qu'il faut toujours voir les micro-problèmes, être très perfectionniste, de telle sorte à rendre ce macro-futur possible. Le mot qu'on utilise parfois, c'est obsessive paranoïa. Donc avoir une forme de paranoïa obsessive, mais qui soit productive, qui permette, sur chacun des petits détails d'exécution, d'aller un cran au-dessus. Mais ce petit cran, sur chacun des détails, mis bout à bout, ça compense. Ouais. Tu disais en introduction que tu as fait de belles études, notamment tu es passé par HEC. C'est quoi ton regard sur ces études-là, ce que ça a pu t'apporter? Est-ce que tu as des regrets? Est-ce que tu penses parfois à la carrière que tu aurais pu faire corpo? Quels sont un peu tes ressentis sur ton parcours? C'est une bonne question. Je dirais que la prépa, j'ai adoré. J'ai passé 2 ans de prépa à IPSUP où c'était très intense, j'ai beaucoup travaillé, mais j'ai adoré parce que je sentais que j'apprenais beaucoup, que je me challengeais et que je progressais surtout. Et j'ai senti que c'était vraiment une formation de l'esprit. Ça m'a appris à être structuré, à être organisé. Ça a vraiment été une super période. HEC et l'école de commerce, c'est plus fumeux comme étape. Là, honnêtement, les 24 premiers mois à HEC, j'étais assez étonné de voir que j'ai bossé comme un fou en prépa et qu'à HEC, on ne foutait rien. J'ai senti que c'était pas une période où j'avais autant appris. Mais ça offre plein d'opportunités. Ça offre plein d'opportunités, notamment en termes d'entreprises qu'on peut rejoindre, notamment en termes de voyages, notamment en termes de connaissances, de rencontres. Et je pense que l'école de commerce est un environnement beaucoup plus ouvert où on peut en faire à peu près ce qu'on veut versus la prépa où c'est beaucoup plus balisé, où on rentre dans un tunnel, on rentre dans un train qui va très très vite et il faut courir aussi rapidement que le train. Et là où l'école de commerce, on peut passer 4 ans à fumer des joints sur le campus, comme on peut passer 4 ans à rencontrer des entreprises ou des entrepreneurs qui sont inspirants parce qu'on a la carte de visite de l'école, à voyager dans le monde, etc., etc. Donc on en fait beaucoup plus ce qu'on veut, mais c'est une carte de visite qui peut être très puissante. Ouais. C'est quoi que tu retiens le plus de ton parcours et qui te sert aujourd'hui en tant qu'entrepreneur? Je dirais que c'est la capacité à ne pas avoir peur des sujets qu'on ne connaît pas. Et à se dire qu'en ayant une approche méthodique, en faisant ses devoirs finalement, on peut, et en étant focus, en étant très concentré sur un sujet, on finit par le craquer. Écoute, merci beaucoup, c'était vraiment super intéressant. Si tu devais me recommander une personne à venir s'asseoir à ta place, que ce soit une entrepreneuse ou un entrepreneur, et venir nous partager un peu son expérience, qui est-ce que ce serait? Franchement, je choisirais Thibaut parce que il déborde d'énergie, il a plein d'idées tout le temps. Il peut parler d'Exa, de Folk et des boîtes qu'il a montées autour de l'écosystème Exa. Donc, je pense que ce sera un super épisode. Ok, génial. Bah, écoute, on va voir ce qu'on peut faire pour pouvoir le recevoir dans le studio. Où est-ce qu'on peut te retrouver, te suivre, tes réseaux? Où est-ce qu'on peut t'écrire? Simo Lemandez. Lemandez, c'est un peu dur à écrire, mais je pense qu'on peut y arriver. Sur LinkedIn principalement. Ok, d'accord. Bon, de toute façon, je mettrai les liens dans la description de l'épisode.
qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, comment on peut te donner de la force pour Folk, ce petit fleuron français. Eh ben, Petit, pardon, ce fleuron français. bien Je sûr. crois que... Écoute, on a passé le cap des 2000 clients il y a quelques semaines. On espère passer le cap des 4000 cette année. Et donc, j'espère que c'est ce que vous me souhaiterez. Ok, génial. Bah écoute, Simo, merci encore. C'était vraiment très cool. J'espère que toi aussi, tu vas passer un Grand bon moment plaisir. à nous partager toute ton expérience. Merci à vous de nous avoir regardés jusque-là. Si vous êtes encore là, c'est nécessairement que ça vous a plu. Alors n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à laisser un commentaire ou un abonnement sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir. Et n'hésitez pas à écrire à Simon pour lui faire un retour sur cet épisode. C'est, comme je le dis toujours, le meilleur moyen de remercier mes invités, de venir partager leur expérience le temps d'une interview. Merci encore et à très vite pour un nouvel épisode. Salut!